parler d'un sujet qui nous est quotidien, mais que nous n'exploitons pas systématiquement. Il s'agit des données de santé. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous demander à tous une minute de recueillement à la mémoire du regretté Dr Yves Lambert qui nous a quittés récemment. Je n'ai pas besoin de camper l'homme, le médecin, car beaucoup de consoeurs et de confrères ont eu des mots élogieux pour cette personnalité marquante. Observons humblement une minute de silence. Merci à tous. J'ai l'honneur maintenant de vous présenter le conférencier, Dr Jean Alouidor. Dr Alouidor, diplômé de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, a effectué sa résidence hospitalière en pédiatrie et est actuellement pédiatre à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Il a poursuivi son perfectionnement avec différentes formations, formation en urgence médicale et néonatale, diplôme universitaire en maladies infectieuses, formation en épidémiologie et en biostatistique de base, formation aussi en monitoring et évaluation, ainsi qu'une formation en recherche médicale et en protocole de recherche. Après avoir été directeur médical de l'hôpital Saint-François de Sales, Dr Alouidor se retrouve directeur médical du programme Feed the Children, également manager de PTME et de SIDA pédiatrique. Il est senior clinical advisor dans le programme PEPFAR avec l'Université de Maryland-Baltimore. Dr Alouidor a accumulé une très grande expérience dans la formation de professionnels médicaux en maladies infectieuses et dans la prise en charge des PVVIH, TB, malaria avec l'Université de Maryland-Baltimore. Aussi dans la formation en méthodologie de recherche clinique et dans l'encadrement et l'accompagnement des résidents de pédiatrie. Enfin, il est manager et consultant technique du programme de santé du Center for International Health, Education and Biosecurity. Je cède donc le micro au Dr Jean Alouidor qui va nous parler de l'importance de la gestion et de l'exploitation des données de santé pour arriver à l'information sanitaire proprement dite. Dr Alouidor, je vous cède le micro. Bonsoir, merci Dr Desjean, et bonsoir tout le monde. Donc, je n'ai pas la prétention de vous faire un exposé exhaustif sur les données de santé. Donc, on ne va pas voir les données de santé en long et en large. Donc, par rapport au public qu'on a précisé pour moi, je vais essayer quand même d'aborder quelques notions de données de santé. Et comme vous allez le voir dans le plan que je vous présente ici, donc on parlera de données de santé dans un premier temps. On fera une petite parenthèse sur les bases de données. Donc, une petite parenthèse qui nous permettra de voir les données de santé dans les bases de données. Et enfin, sur la recommandation des organisateurs, on fera une petite démonstration pratique avec l'OpenMRS et une base de données simple, une base de données COVID simple et une base de données complexe qui est une base de données VIH-Sida. Donc, c'est donc une présentation dans la pratique en deux parties. Donc, qui va d'abord parler de données de santé et de bases de données. Et en finale, on aura la petite approche pratique, je dirais plutôt, avec la démonstration de OpenMRS et des bases de données simples de COVID et des complexes de VIH-Sida. Alors, d'entrée de jeu, pour parler de données de santé, j'aimerais faire la différence entre ce qu'on entend par données et information. Alors, la donnée par définition, c'est la description, c'est une description de la réalité. Donc, c'est la définition la plus facile à retenir de la donnée, donc qui nous permet d'avoir un élément non analysé, non organisé, et qu'on pourra utiliser pour obtenir par la suite, après analyse, des informations. Donc, la donnée, en ce sens, peut être brute, elle peut être aussi calculée. Donc, en résumé, la donnée, c'est la
matière première de l'information. C'est quoi l'information elle-même? L'information, c'est ce qui donne un sens aux données. Donc, c'est une perception qualitative ou quantitative de la réalité qu'on peut interpréter comme un message. En ce sens, on peut voir, et dans le tableau que nous avons en haut, donc comme input, donc ce qu'on va rentrer dans l'ordinateur ou qu'on va rentrer dans un premier lieu, dans notre cahier, c'est les données. Donc, les données qu'on va traiter, analyser dans le processus qui est au milieu, et à la sortie, l'output sera l'information. Donc, étant donné que les données en elles-mêmes n'ont pas de signification, donc si on ajoute une certaine signification aux données, donc on est déjà aux informations. Alors, la donnée de santé, c'est toutes les données médicales relatives aux déterminants généraux de santé qui concernent la santé physique ou mentale d'une personne, y compris les prestations de soins de santé, qui révèlent en fait l'état de santé de cette personne, ou bien d'un groupe de personnes, soit un couple, une famille, une région, un pays, ou d'une population, donc en termes de santé publique, de santé de travail ou de santé reproductive. Les données sont utilisées généralement pour le suivi et l'évaluation des systèmes et politiques de santé. Généralement, il existe 3 grandes catégories de données. Les données qui sont des données par nature, donc c'est des données, il n'y a pas à en sortir de là, c'est des données, par exemple, des données de santé, telles que les données de maladie, les examens de laboratoire, les prestations de soins. Donc, tout ceci vous informe directement sur l'état de santé d'une personne. À ce moment, on parle de données de santé par nature. On a les données qui, elles-mêmes, croisées avec d'autres données, peuvent vous renseigner sur l'état de santé d'une personne. Par exemple, si on prend le poids et l'exercice physique, donc ces 2 éléments, donc l'exercice physique en soi n'est pas une donnée de santé, mais si on associe l'exercice physique avec le poids, ça pourrait définir le profil de santé d'une personne. Donc, à ce moment, ça devient automatiquement une donnée croisée. Et le dernier type de données, c'est les données de santé par destination, donc qui, a priori, ne sont pas des données de santé. Elles deviennent des données de santé lorsqu'elles sont collectées, disons, dans un contexte de santé. Et nous retenons à ceci comme exemple le statut marital, par exemple. Les revenus, ce ne sont pas des données de santé, le genre, l'orientation sexuelle, etc. Tous ces éléments-là ne sont pas des données de santé. Mais quand vous les retenez dans un domaine médical, dans le contexte médical, donc ça devient automatiquement des données de santé. Comment est la situation dans les pays du monde avec les données? Il faut dire qu'elles sont en pleine explosion. On a estimé que d'ici 2050, le volume de données de santé pourrait être multiplié par 50. La quantité de données par patient double tous les 2 mois et demi, et il y a près de 80 milliards d'objets de santé connectés en cette année. En France, comme dans tous les pays, les données de santé sont en croissance. On parle déjà de big data. Dans les données d'assurance maladie en France, on a compté plus de 8,9 milliards de feuilles de soins, près de 20 milliards de lignes de prestations de services disponibles. Près de 5 000 flux sont réceptionnés chaque mois, avec une capacité de stockage des données égale à plus de 600 tétraoctets. La Haute Autorité de Santé en France a recensé plus de 50 000 applications de santé et la production de données chaque année dans le monde est multipliée par 44 avec une production de 2,3 milliards de gigaoctets cette année. Au point de vue typologique, on distingue les données de santé peuvent être classées selon leurs sources, selon le lieu de stockage, le lieu de conservation, la durée de conservation, la temporalité ou le rythme de collecte, etc. En ce sens,
on parle des données statistiques relatives aux indicateurs généraux de santé, que vous connaissez bien, tels que la prévalence, l'incidence. Les données relatives à des facteurs extrinsèques, environnementaux, tels que le climat, les saisons, les régions. Les données de contextualisation de la santé relatives à l'individu lui-même, tels que l'âge, le sexe, les catégories socio-professionnelles, les études, les habitudes, etc. Les données et indicateurs relatifs aux politiques et stratégies de santé, notamment pour les programmes de santé, les offres de soins, les établissements et professionnels de santé et la formation. Et les données de santé à caractère personnel, on appelle encore les données élémentaires ou données personnelles. Permettez-moi, suivant la requête des organisateurs, d'entrer un petit peu en détail sur ce qui concerne les données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, c'est les données relatives à la santé physique ou mentale, présent, passé ou futur, d'une personne physique qui révèle des informations sur son état de santé. Cette définition comprend donc, comme vous le connaissez bien, les informations relatives à la personne, les informations obtenues lors, disons, les données sociodémographiques, par exemple, les informations obtenues au cours de l'examen physique et d'autres informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, des antécédents médicaux, un traitement clinique, etc. Donc, cette définition permet d'englober certaines données de mesure à partir desquelles il est possible de déduire une information sur l'état de santé de la personne. Les données de santé personnelle, il faut dire, c'est des données très sensibles. C'est pourquoi j'ai fait cette parenthèse sur ces données-là. En fait, qu'est-ce qu'on entend par données de santé personnelle? C'est toute information qui peut permettre d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc, à partir de ce moment, une donnée qui est anonymisée n'est plus personnelle, en ce sens qu'elle ne permet pas d'identifier un patient. Et les données qui ne sont pas anonymisées vont rentrer dans un groupe de données qu'on appelle les données sensibles, qu'on va regrouper en 4 grandes catégories. Les dates de soins, par exemple. Donc, le fait d'enregistrer des dates de soins peuvent permettre d'identifier un individu. Les adresses, par exemple, le domicile, peut permettre facilement d'identifier un individu. Les informations sur la naissance de l'individu, sur le décès, le cas échéant, et même des informations aujourd'hui concernant des situations, par exemple, de malformation, des situations génétiques, etc. Donc, c'est des situations assez sensibles qui peuvent vous permettre d'identifier des individus. Et en ce sens, on demande de bien gérer ces informations-là dans le cadre des données de santé pour que la personne ne soit pas identifiée. Voilà pourquoi on demande d'anonymiser ces informations-là. Les données de santé peuvent se présenter sous différents formats. On a des formats numériques, c'est-à-dire des chiffres. Par exemple, quand on prend les poids, l'âge d'un individu, par exemple, la date de naissance, etc., on peut utiliser des chiffres. On peut utiliser aussi des formes de caractères, donc, par exemple, pour les données qualitatives surtout, mais il y a aussi des données qui peuvent être de type alphanumérique, en ce sens, des données qui utilisent à la fois des chaînes de caractères, des chaînes à la fois de caractères et numériques. Et on a d'autres types de données, tels les types composites, les types logiques et les types identifiants d'objets. Donc, c'est très important, le formatage des données, parce que c'est ce qui va permettre l'interopérabilité syntaxique et sémantique. C'est-à-dire la capacité d'échanger ces informations avec les patients, avec d'autres personnes, de comprendre ces informations sans qu'elles perdent de sens, de les traiter en tenant compte des connaissances pertinentes concernant la situation afin d'améliorer l'action de santé. Au point de vue caractéristique, les données peuvent être caractérisées par leur degré de précision. En ce sens, nous distinguons ce qu'on appelle les données brutes, c'est-à-dire les microdonnées, des données dites granulaires. Donc, c'est des données non classées, non catégorisées, qui n'ont subi aucun traitement, aucune manipulation. Les données extraites, qu'on peut extraire normalement à partir des microdonnées, donc des données brutes, et les données agrégées,
qui ont subi déjà une certaine manipulation, un certain traitement. Permettez-moi de définir pour vous certaines notions, certains concepts très importants en parlant des données de santé dans le contexte de la présentation d'aujourd'hui. La première différence à faire, c'est la différence entre ce qu'on entend par cohorte fermée et cohorte ouverte. Alors, une cohorte fermée, c'est quand on a des sujets qui sont suivis pendant toute une période, sans entrée et sans sortie. Et à ce moment, on va accepter comme entrée et sortie seulement dans cette cohorte un sujet qui est mort ou un sujet qui est né. Donc, à ce moment, on parle de cohorte fermée. Donc, le contraire, c'est une cohorte ouverte. Donc, une cohorte ouverte, c'est une cohorte où, au cours de l'étude, au cours du travail, donc, on aura des individus qui peuvent rentrer. Il y a des individus aussi, pour des raisons diverses, qui peuvent sortir. Par exemple, une personne qui habite un lieu qui s'est déplacée, qui a laissé son adresse, par exemple, donc qui habite soit dans une autre ville ou qui est parti pour l'étranger. Donc, cette personne ne peut pas continuer dans la cohorte. À ce moment, cette cohorte-là sera une cohorte ouverte. Donc, par opposition à la cohorte fermée. Donc, si je prends une image pour vous expliquer ça plus facilement, donc c'est pour ceux qui sont du Cap, par exemple, si vous prenez un bus pour aller au Cap, donc une cohorte fermée serait quoi? Donc, c'est le bus express qui, à partir de la station du bus à Port-au-Prince, donc, et les gens vont être débarqués jusqu'au Cap. Donc, il n'y aura pas d'arrêt, il n'y aura pas de personne à monter et à descendre. C'est-à-dire que dans le cadre de la cohorte ouverte, donc, machine qui arrive, par exemple, à KM, on veut descendre, il descend. Donc, machine qui arrive, Gonaïve, on veut descendre, il descend. Machine qui arrive, Pilbo, on a besoin d'acheter fruits, il descend, l'acheter fruits. Et s'il veut remonter, s'il ne veut pas tout arriver à la Cali, il tout. Donc, c'est la différence entre cohorte fermée et cohorte ouverte. Nous faisons aussi la différence entre données individuelles et données agrégées. Les données individuelles, c'est les microdonnées, comme on a parlé tantôt. Donc, c'est les microdonnées, c'est-à-dire des données, disons, qui sont brutes, par opposition à des données qui ont déjà subi un certain traitement, qu'on va appeler des données agrégées. Pour la différence entre le recueil prospectif et le recueil rétrospectif, dans le recueil prospectif, on a l'exposition et après, on aura la maladie. Donc, c'est-à-dire, on a d'abord l'exposition dans le recueil prospectif et la maladie, on va suivre la cohorte jusqu'à la maladie. Donc, ça, c'est le recueil prospectif. Dans le recueil rétrospectif, donc, on a la maladie et on va chercher l'exposition. C'est-à-dire, on avait une exposition et on a l'événement, donc la maladie. Donc, alors, j'ai dit la maladie, mais c'est un événement quelconque. Donc, on a l'événement et on va chercher l'exposition. Donc, dans le recueil, pour résumer, dans le recueil prospectif, donc, l'exposition précède la maladie. Dans le recueil rétrospectif, on a l'événement et on va chercher l'exposition. En ce qui concerne la différence entre les données structurées et les données non structurées, les données structurées, comme leur nom l'indique, c'est des données organisées, des données qui peuvent être collectées, stockées, analysées facilement. Par opposition, on a des données qui ne sont pas organisées, qu'on doit beaucoup travailler pour les collecter, pour les exploiter, et à ce moment, on parlera de données non structurées. Une dernière différence que je voulais faire aujourd'hui, c'est la différence entre les données accessibles et les données inaccessibles. À ce point, concernant les données accessibles, on peut considérer deux types d'accessibilité. On peut considérer une accessibilité directe, c'est-à-dire c'est l'occasion de pouvoir avoir accès à cette donnée-là. Donc, c'est l'accessibilité directe, c'est-à-dire, par exemple, je vais faire un travail et il y a les données qui sont disponibles au niveau de l'institution ou bien du lieu où je vais travailler. Donc, à ce moment, on parle de données qui sont accessibles. Donc, c'est en première dimension de l'accessibilité. En deuxième dimension de l'accessibilité, c'est une accessibilité qui est indirecte. Indirecte en ce sens que c'est moins pour le bon accès à ça. Par exemple, pour cette présentation-là, pour avoir accès aux données du SISNU, donc on est obligé de prendre contact avec le responsable là, qui lui-même donne accès
à donner ces en ce sens, les mêmes coordonnées et qui permettent de gagner accès. Donc, ça, c'est une deuxième dimension de l'accessibilité. Donc, les données inaccessibles, c'est-à-dire, c'est soit données pas disponibles au niveau de l'institution, donc directement à ce moment, comme les données ne sont pas accessibles, donc les données ne sont pas disponibles tout simplement, ou bien on ne vous donne pas l'accès. Les institutions qui assurent la gestion de ces données-là ne vous donnent pas accès à ces données. Alors, voilà les différents concepts que j'ai voulu éclairer pour vous, avant de poursuivre avec cette présentation sur les données de santé. Alors, quelles sont les sources générales de données de santé? On a les dossiers médicaux, donc les professionnels de santé que vous êtes, donc que ce soit au niveau de vos institutions, là où vous travaillez comme professionnel, soit dans les hôpitaux ou dans les institutions publiques, donc vous êtes des professionnels de santé, donc à ce moment, vous êtes en contact avec des personnes, donc à un niveau ou à un autre par rapport à tout ce que j'ai décrit là, donc pour ceux qui pratiquent en clinique privée, comme professionnels de santé, vous manipulez beaucoup de données à travers les dossiers médicaux. Et pour les établissements de santé aussi, donc on a les données d'activité générale qui se réalisent au niveau de ces établissements et les différentes études, notamment les études de qualité qu'on peut faire au niveau des établissements de santé. Notre source de données, c'est les autorités sanitaires qui fournissent des indicateurs de santé, des indicateurs de politique publique de santé et des indicateurs de finances. On a aussi comme source les bases de données médico-administratives avec généralement les feuilles de soins et les données de finances. Les données de recherche pour les essais cliniques, les cohortes, les enquêtes épidémiologiques, etc. Les données des patients. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de patients qui sont connectés et il y a beaucoup d'applications de santé qui sont utilisées. Et enfin, les données d'opinion, des réseaux sociaux, des sites Internet et des différents moteurs de recherche. En Haïti, il faut dire que les sources de données sont nombreuses, mais sont difficilement accessibles et insuffisamment coordonnées. Parlons maintenant des acteurs en ce qui concerne les données de santé. Donc, les premiers acteurs sont les acteurs publics au niveau des autorités de santé, le ministère de la Santé publique et des régulateurs de données. En Haïti, particulièrement, on a l'UPE et le DELR, donc qui sont dans la régulation des données. Ensuite, on a les institutions de santé, les ONG partenaires, les différents opérateurs de santé, tant publics que privés, qui sont impliqués aussi dans la gestion de données, notamment l'IHSI, que vous connaissez bien, les organisations internationales qui sont impliquées dans la santé, donc qui sont légion, et les organisations impliquées dans la gestion des risques, de désastres et de catastrophes. À ceci, il faut ajouter, pour compléter ce document du ministère, il y a aussi les patients, aussi maintenant, et les associations de patients, notamment, vous savez, dans le domaine du VIH/SIDA, dans le domaine du cancer et des cancers d'une façon générale. Donc, il y a des associations qui se pointent à l'horizon. En ce qui concerne l'accès aux données de santé, il faut dire que les données de santé sont très sensibles et doivent faire l'objet d'une protection particulière par des textes de loi afin de garantir le respect de la vie privée des personnes qui sont concernées. En ce sens, il existe deux types d'accès au système national de données de santé. Il y a l'accès permanent, donc qui est accordé à certaines institutions, à des établissements ou à des personnalités, et l'accès restreint et ponctuel, donc qui permet, soit dans le cadre d'un travail, d'une étude, de pouvoir accéder à des données pour préparer ce travail. L'accès aux données est subordonné à l'apport de certaines informations, bien sûr, et au respect d'engagements visant à prévenir le risque de mésusage des données personnelles de santé. Il faut dire que les données de santé sont la cible privilégiée des cyberattaques. Donc, en 2015, par exemple, on a noté que 58% des incidents sont causés par des employés complices qui ont, à un titre ou à un autre, partagé ou vendu des données de santé. 70% sont dus à des malhonnêtes qui travaillent dans le système. 21% des incidents impliquent
des PC, donc des computers, ok, soit d'autres appareils qui sont perdus ou volés avec des données, ok, qui étaient stockées. Donc, il faut dire à ce titre que le patient doit être informé quant à l'hébergement de ces données de santé, des modalités d'accès à ces données et de la transmission de ces données. En ce sens que le patient peut s'opposer normalement, ok, à ce que l'on utilise ces données de santé. Donc, le secret, en ce sens aujourd'hui, n'est plus le secret médical comme on le comprenait hier, mais plutôt un secret professionnel, comme on le dit, et souvent, en ce sens que ce secret s'impose à tous les acteurs du système de santé, à tous les intervenants, ok, dans le cadre des données de santé. Donc, nous parlons des différents intervenants, donc pas seulement les médecins, les infirmières, mais aussi les laboratoires, les pharmacies, les techniciens en informatique et les opérateurs de saisie. Donc, tout le monde qui intervient dans le système de santé est concerné par la protection des données de santé aujourd'hui. Donc, avant tout traitement de données de santé, il faut donc définir les finalités d'utilisation de ces données, ne collecter que les informations qui sont strictement nécessaires. Il faut définir une politique de conservation. Donc, les données ont une durée. Okay? Donc, nous utilisons nous-mêmes, dans le cadre de nos institutions, de nos cliniques, des données à durée indéterminée. Mais il faut dire que la loi doit définir le cycle de vie des données, gérer les habilitations, donc les accès aux données, et enfin garantir la confidentialité et la sécurité des données. Donc, le cycle de vie, donc dans la gestion du cycle de vie des données, donc cela représente une activité assez intéressante qui comprend plusieurs étapes, notamment la planification, donc la création, le traitement des données, l'analyse et la sauvegarde, donc la conservation des données, le partage des données et la réutilisation de ces données. En ce qui concerne le cadre juridique, il faut dire que je n'ai pas pu avoir, malgré les contacts, les informations nécessaires pour élaborer sur le cadre juridique formel en ce qui concerne les données de santé. Dans la loi organique du ministère, j'ai pu relever qu'à l'échelle nationale, le ministère prend les dispositions pour s'assurer que les données collectées soient pertinentes aux besoins en information, de s'assurer que la collecte et la saisie des données soient le plus fiables que possible, de renforcer le système de gestion des données relatives aux 3 piliers du système d'information sanitaire, d'articuler les différentes bases de données existantes en s'assurant de leur complétude, de leur interopérabilité et aussi de l'actualisation automatique. En ce sens, il faut dire que le cadre juridique d'accès aux données n'est pas clairement précisé. Malgré les efforts, l'accessibilité aux données de santé ici reste un problème majeur. Les organismes chargés d'appliquer et de contrôler leur mise en œuvre n'ont pas les moyens de leur politique. La diffusion des données pour la santé et la recherche ne sont pas généralement explicites. Les efforts récents de certains organismes se heurtent à des problèmes de moyens au sein des organismes producteurs et ceux des utilisateurs. Il faut dire que le secteur privé échappe dans une grande mesure au contrôle des régulateurs. Avant d'entrer dans la base de données, nous voulons établir cette petite différence par la définition du système et la définition du système d'information. Un système, c'est donc un tout organisé, des composantes qui sont en interaction en vue de réaliser un objectif commun. Le système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources, à la fois matérielles, des logiciels, du personnel et des données et des procédures qui permettent d'acquérir, de traiter, de stocker et de diffuser des informations à travers des circuits. Pour le système national d'information, c'est un ensemble de personnes, de procédures et d'outils organisés pour fournir l'information en temps voulu sur la santé et l'action sociale. Donc, les principales activités sont la collecte,
l'analyse, l'interprétation, l'utilisation et la diffusion pour une prise de décision. L'unité de programmation et d'évaluation, avec la direction d'épidémiologie et de laboratoire et de recherche, participe à la gestion de l'information et des statistiques sanitaires. En ce sens, elle contribue à l'amélioration de la situation sanitaire et sociale, elle permet de disposer d'informations sur la situation sanitaire et sociale et de produire des informations fiables et pertinentes pour la planification, la mise en œuvre, la gestion, le suivi et l'évaluation des activités. Donc, une base de données, c'est donc des données structurées qui sont enregistrées sur des supports informatiques pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, ces données sont mémorisées sur un ordinateur et peut être utilisées par plusieurs personnes. Et il y a d'autres personnes qui vont assurer ce qu'on appelle la gestion de cette activité. Tandis que l'ensemble des informations mémorisées dans l'ordinateur qui concernent un domaine scientifique spécifique, comme le domaine médical, économique, social ou culturel, représentent ce qu'on appelle la banque de données. Les bases de données peuvent être classées en fonction de leur usage, du nombre d'usagers, du type de contenu. Il faut dire que depuis leur apparition, les bases de données ont connu 4 évolutions majeures. Dans les années 60, sont arrivés les modèles hiérarchiques. Donc, c'est un modèle hiérarchisé, donc arborescent, avec plusieurs niveaux. À partir des années 70, on est arrivé au modèle en réseau, avec des relations entre plusieurs éléments, donc des relations simples, précisions. Et dans les années 80, on a eu des modèles beaucoup plus avancés, des modèles relationnels, qui permettent une représentation tabulaire, une sorte d'interrelation, d'association entre les constituants des données et les modèles entité-relation, c'est-à-dire qui dessinent des cadres, des lignes dans un tableau entre les différentes relations. Et à partir des années 90 jusqu'aux années 2000, on a eu, avec le système SQL, les modèles objets, donc c'est le système général de base de données, donc avec, bien sûr, les éléments de gestion que plus ou moins vous connaissez, IBM, Oracle, SQL Server et MySQL, et puis l'autre SQL de Microsoft, par exemple, Microsoft SQL. Donc, pour les utilisations des bases de données, elles sont utilisées dans les moteurs de recherche, comme banque de données, comme système d'information, comme entrepôt de données, c'est-à-dire où l'on peut mettre différents types de données, et pour l'informatique de gestion. Donc, pour la gestion des bases de données, il y a des logiciels très performants qui permettent aux utilisateurs d'insérer, de modifier et de rechercher des données spécifiques à travers une grande masse d'informations. Les bases de données doivent satisfaire 5 grands critères. Une représentation fidèle de la réalité. Donc, la non-redondance de l'information, c'est-à-dire la non-duplication. L'indépendance des programmes par rapport aux données. La sécurité et la confidentialité des données contre toutes sortes de problèmes. Et le partage des données, donc l'accessibilité des données. Excusez-moi, il y a un slide qui n'est pas là. Je pense que c'est dans... Alors, je le présente comme ça parce que je le vois. Donc, avant de terminer, je dois faire une parenthèse pour vous sur les droits des patients sur leurs données de santé.
En ce qui concerne l'accessibilité, donc je lis pour vous que les patients sont en droit de savoir les données de santé qui sont collectées sur eux et de pouvoir les consulter normalement. Donc, vous devez permettre à vos patients de consulter sur demande leurs données de santé. Deuxièmement, en ce qui concerne la suppression, vos patients peuvent vous demander de détruire les données de santé qui les concernent, totalement ou en partie. La rectification, les patients peuvent vous demander aussi de modifier les données qui les concernent, notamment s'il y a des erreurs au niveau de ces données. Donc, si par exemple, au moment d'entrer des données, vous commettez des erreurs, le patient peut vous demander de rectifier. La portabilité, donc le patient peut exiger de son médecin traitant, s'il va vers un nouveau médecin, de transférer son dossier médical. Et en termes de limitation, les patients peuvent vous demander de limiter les personnes qui ont accès à leurs données. En conclusion, alors, en guise de conclusion, nous recommandons fortement la mise en place d'un groupe de travail sur les systèmes d'information nationaux avec comme objectif de faire un état des lieux de la situation et de faire des recommandations appropriées, notamment sur les problèmes de source, de production, de transmission, d'accessibilité, de diffusion et des textes législatifs. Je vous remercie pour cette première partie de la présentation. Je ne sais pas si vous permettez, je vais automatiquement enclencher la deuxième partie. Vous pouvez préparer entre-temps vos questions. Excusez-moi quelques secondes. Alors, je me proposais de voir avec vous alors, pour ceux qui, je sais qu'il y a des personnes qui dans leur clinique déjà utilisent des logiciels pour rentrer les données de santé. Alors là, c'est l'OpenMRS qui est très utilisé. Donc, je vais faire une petite, en fait, pas démonstration, mais vous montrer comment on peut rapidement voir ce qu'il y a là-dedans. OK? Voilà. Donc, vous pouvez rechercher vos patients et les enregistrer. Vous pouvez activer les visites médicaux, enregistrer un patient et prendre les signes vitaux, préparer les rendez-vous, manager vos données, configurer vos données comme vous les avez besoin. Et il y a un système d'administration, OK, aussi qui est disponible. Donc, si je peux essayer d'ouvrir cette page, voilà quelques patients qui sont là. Donc, on peut rechercher les patients à partir de leur identité. OK, rapidement. OK. Donc, on peut enregistrer aussi les patients. Donc, voilà. Donc, vous pouvez enregistrer les patients, vous entrez les noms. OK. Et à ce moment, vous entrez d'autres informations. Et puis, mais, donc, c'est des accès de suite. Donc, par exemple, si je veux entrer la date de naissance, si je ne confirme pas, OK, l'une ou l'autre de cette information, donc, on ne peut pas continuer. Donc, c'est une information qui est requise. À ce moment, je dois remplir l'information. OK. Donc, je reviens encore. Dans les activités, dans les visites, donc on peut voir quel type de visite. Donc, on peut enregistrer dans la pratique tout ce qu'on peut avoir besoin. Donc, c'est des logiciels qui sont disponibles. Il y en a qui sont préparés en Haïti. Il y en a qui sont en vente, OK, et sur le net. Mais il faut vous méfier parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe laquelle parce qu'on vient de parler de données de santé et voir les problèmes qu'on peut avoir au point de vue confidentialité, bien sûr. OK? Donc c'est très important, OK, parce que ça vous permet, OK, d'entrer de vos données, OK, et de pouvoir les utiliser. Pour ceux qui utilisent encore les modèles papier, donc c'est-à-dire les dossiers papier, les dossiers durs, donc rapidement, donc comme j'avais promis, donc voilà un dossier COVID. Un dossier COVID, donc ça vous donne des informations. Et je ne sais pas si vous voyez bien, laissez-moi agrandir un petit peu. Donc, voilà l'identité de la personne,
pays, date de reportage, localisation, le pays, le sexe, l'âge. Donc, ça, c'est une petite base de données sur la COVID-19. OK? Voilà les informations qui sont collectées, la date de visite, l'exposition, la fin de l'exposition, est-ce que la personne a visité Wuhan, est-ce que la personne vient de Wuhan, OK? Le décès, etc. Donc, ça, c'est une petite base de données donc, qui est collectée, qui présente un certain nombre d'informations. Et à partir de ces données-là, on peut faire des analyses croisées, et tout simplement pour voir, par exemple, en fonction, pour voir d'où viennent ces personnes-là. OK? Donc, voilà. Donc, l'information vous donne et vous pouvez avoir le nombre d'individus, par exemple. Et si je peux agrandir encore. Voilà. Donc c'est avec une simple opération croisée, donc un tableau croisé. Donc, ça me donne d'où viennent à partir de cette. Donc, vous pouvez voir, à ce moment-là, quand ces informations étaient disponibles, la Chine était en tête de liste, donc suivi, par exemple, du Japon, de Hong Kong, etc., Corée du Sud et les différents pays. Donc, ces mêmes informations, on peut les traiter par sexe. Par exemple, si je veux avoir ces informations par sexe, donc ça me donne la colonne, voilà, sexe mâle et sexe femelle, et les informations agrégées. Donc, voilà, on peut voir. Donc, par exemple, en Chine, à l'époque où ces données ont été collectées, donc il y avait plus d'hommes que de femmes. Donc, tandis qu'à Hong Kong, il y avait la quantité égale d'hommes et de femmes à être atteints de COVID-19. Au Japon, il y avait beaucoup plus d'hommes atteints de la maladie que de femmes. OK, à Singapour aussi. Tandis qu'en Sud-Corée, il y avait un petit peu plus de femmes qui étaient malades. OK, donc on peut voir les différentes informations. C'est-à-dire, c'est la possibilité qu'on a à partir des données qui sont collectées, bien sûr, à partir d'une simple base de données Excel, OK, de faire des analyses croisées et de rechercher des informations. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous avez besoin d'informations supplémentaires, donc on va partager mon mail avec vous. Donc, on peut toujours en discuter. Et dans les questions aussi, on va essayer de voir plus de détails si c'est nécessaire. Et l'autre base de données, qui est un petit peu plus complexe, que je voudrais vous présenter. Donc, cette base de données-là, n'oubliez pas, c'est une base de données simple. Donc, vous voyez, on note seulement les informations. Donc, comme vous voyez, donc, c'est des informations qui sont rentrées. Donc, il n'y a rien de sorcier. Donc, vous préparez votre base de données et vous entrez les informations. Donc, voilà, chaque cellule, c'est une donnée. Donc, chaque cellule, c'est une donnée. Et maintenant, pour la base de données qui est beaucoup plus complexe, je vais faire une petite démonstration aussi avec vous et pour vous montrer, dans la mesure que vous avez des atouts particuliers et vous avez des connaissances sur le tableau Excel, donc vous pouvez préparer votre base de données pour vous permettre de mettre des informations qui sont très importantes. Par exemple, je vous donne, par exemple, le code ST. Si je mets 1122, donc vous voyez, ça ajoute automatiquement ST devant. Donc ça me dit que c'est le code ST. Par exemple, vous voyez, si j'essaie d'entrer l'arrondissement, je ne pourrai pas. Si j'essaie d'entrer la commune, je ne pourrai pas. Mais à partir du moment où je définis mon département, je prends le département de l'Ouest, que vous connaissez bien, à ce moment, donc c'est des données en cascade, ça me donne seulement les communes, OK, de l'arrondissement de l'Ouest. OK, donc je peux choisir Port-au-Prince comme arrondissement et je choisis les communes de l'arrondissement de l'Ouest. Je peux choisir Carrefour, par exemple. OK, si je choisis un autre département, par exemple le département du Nord, à ce moment, ça me donne seulement les arrondissements du département du Nord. OK, et si je choisis l'arrondissement du Boy, donc ça va me donner seulement les communes du département du Boy. Donc, comme je vous dis, donc, si vous avez des connaissances sur Excel, donc vous pouvez bonifier vos bases de données. Donc, c'est-à-dire mettre des éléments qui sont importants pour vous dans le cadre de vos analyses. Par exemple, là, donc, à cause des liens que j'ai créés dans cette base de données, alors ça, c'est une base de données que j'utilisais à l'époque où je travaillais dans le domaine du VIH-Sida. Donc, si je rentre, par exemple, le 13 mars 2012, excusez-moi, donc vous voyez, automatiquement, ça me donne l'âge. Si je rentre, par exemple, le 17 février 1987,
OK? Ça me donne l'âge automatique. OK? Et vous avez la possibilité de choisir le sexe. Excusez-moi, les données sont... Je vais revenir. Laissez-moi continuer un petit peu, je vais revenir sur ça. OK? Et une autre partie que je voulais vous présenter, où il y a des liens encore qui vous permettent de préciser dans le cadre de données complexes. Laissez-moi aller un petit peu plus vite. Okay. Donc, ça, c'est la distribution d'ARV communautaire. Donc, si je fais une distribution, par exemple, et le 2, 9 et 2018, donc c'est une distribution d'ARV communautaire. Donc, voilà, c'est à la date. Alors, c'est une distribution qui a été faite, okay, il y a 2 ans. Donc, vous voyez automatiquement. Donc, ça reprend l'information pour moi en résumé. En résumé. Et si, à côté de cette information, c'est la distribution d'ARV communautaire, OK? Si je mets la raison de la distribution, je définis la raison. OK? C'est une distribution de routine. Et comme je vais rentrer ça tout au cours des mois, donc ça va me donner la dernière activité. Donc, vous voyez, c'est le 9 février 2018 et une distribution de routine que j'avais faite. Donc, je prends encore un autre exemple. Par exemple, pour la charge virale. Pour la charge virale, je prends un exemple et je fais une charge virale. La date de prélèvement, c'est le février 25, OK, 2014. Donc, j'ai fait la date de prélèvement 25 février 2014. Donc, maintenant, la date de résultat, normalement, on donne ces résultats dans un mois environ. Donc, comme j'ai fait ça, regardez bien, je vérifie le 25 février 2014. Donc, j'ai le résultat le 25 mars 2014. Donc, j'ai mon résultat le 25 mars 2014. Maintenant, je vais entrer mon résultat. Et le résultat que j'ai, par exemple, OK, disons que la personne a 1500 de charge virale. Vous voyez, automatiquement, ça me dit c'est en rouge. Et l'information me dit que cette personne doit bénéficier de réflexion particulière. Donc, sur son cas. Donc, c'est en rouge. Donc, c'est le résultat de la charge virale en rouge. Et vous voyez, le résultat de la charge virale qui est là, c'est en relation avec le log. Donc, ça me dit que cette personne a 3,2 log pour 1500 de charge virale. Cette information me dit cette personne est non suppresse parce qu'on sait que pour la suppression virale, c'est inférieur à 1000. Donc, ça me dit automatiquement que la personne a plus que 1000. Et je vais vous faire voir. Si je rentre, par exemple, comme information 500, OK, 500 copies. Donc, ça me donne 2,7 log. Et à ce moment, l'information me dit que cette personne a une suppression virale. Vous voyez, contrairement à l'autre qui était en rouge. Et regardez les deux informations complémentaires qu'on va avoir. Les recommandations, en fonction des recommandations nationales. Ça me dit pour la première personne, donc qui avait l'information en rouge, cette personne doit reprendre sa charge virale dans 4 mois et considérer un changement de charge virale suivant la situation. Et pour l'autre personne qui a une suppression virale, donc ça me dit que la personne doit reprendre sa charge virale dans un an. Donc, c'est les recommandations que automatiquement, à partir des liaisons que j'ai créées, donc ça me donne des recommandations automatiques. OK? Donc, c'était pour vous faire voir qu'on peut faire de simples bases de données. OK? On peut faire des bases de données beaucoup plus complexes. Et si on n'a pas de grandes connaissances en Excel, donc on peut faire de simples bases de données. Mais si on a des besoins dans ce sens, donc on peut essayer de voir quelle personne qui peut vous aider à agrémenter votre base de données pour avoir les informations que vous avez besoin. Donc, qu'est-ce que ça vous permet de faire? À partir du moment que vous avez des données comme ça, qui sont bien agrégées, OK, dans votre tableau, donc vous pouvez à ce moment, OK, à partir du tableau dynamique, OK, faire des requêtes, OK, pour avoir des informations, analyser ces informations et agir. Donc, voilà en gros la situation de la présentation. Il faut dire, donc, c'est une présentation qui a été préparée en fonction des recommandations des organisateurs. Donc, je vous dis merci. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Donc, je suis disponible pour les questions, les commentaires et pour les échanges.
Docteur Alouidor, merci beaucoup. Et question yo, m'a posé, m'a gen numéro téléphone, m'a pas de déranger pendant on parle là. Et question yo, sous chat là pour qu'on y a. Excusez, laissez-moi essayer d'aller. On entend souvent dire que les statistiques en Haïti ne sont pas fiables. Est-ce une réalité? Serait-ce parce que dans certains cas, les professionnels ne savent pas gérer les données qui sont à leur portée? Bon, là, je pense que plusieurs personnes peuvent intervenir pour apporter une réponse à cette question. En fait, la notion de fiabilité, c'est une notion qui est déjà bien définie. Donc, les données sont fiables dans la mesure que c'est des données qui sont bien collectées. OK? Donc, on doit d'abord avoir une source. OK? Et des données sont bien collectées. C'est ça qui définit la question de fiabilité. OK? Mais maintenant, en ce qui concerne la gestion des données, il faut dire que, d'une façon générale, OK, les personnes, les professionnels, d'une façon générale, OK, ceux qui ne sont pas dans le domaine soit de la santé publique ou bien qui travaillent dans des organisations où il y a des requêtes qui sont faites dans ce sens, ne sont pas intéressés aux données. Et vous pouvez, par exemple, aller dans les cliniques et vous pouvez, par exemple, essayer de traiter une étude de qualité pour voir qu'il y a des professionnels qui ont le minimum d'informations, si information il y en a, sur les patients. Et certaines fois, il prend seulement un dossier, il met le nom, OK, le prénom et la date de la visite. Et même l'examen ou les trouvailles cliniques ne sont pas enregistrées d'une certaine façon. Je ne sais pas, peut-être vous avez fait l'expérience de pouvoir aller en consultation, soit avec votre femme, ou bien avec un parent, ou bien avec un ami, ou avec un enfant, je ne sais pas. Et vous arrivez, par exemple, et vous voyez que la personne tire un dossier de son cabinet et il y a le minimum d'informations. Et si vous lui demandez, par exemple, quel est le poids, OK, de la personne à la dernière visite, et le professionnel ne peut pas vous dire. Et ce qui est grave parfois, c'est qu'à la dernière visite, il avait pris le poids, il avait même commenté le poids avec le patient. Et il n'a pas pris le temps de mettre cette information dans le dossier. Donc, en ce sens, c'est pourquoi je dis, bon, je pense que plusieurs personnes peuvent apporter une réponse à cette question. Et je fais une petite parenthèse. En fait, j'ai parlé un petit peu des professionnels de santé, mais c'est le cas aussi des institutions, parce que n'oubliez pas, généralement, dans l'institution, c'est des personnes qui remplissent ce dossier, donc c'est des professionnels. Et j'ai eu à faire un travail, donc j'ai partagé cette expérience avec les organisateurs au niveau du département du Sud. Et c'est un travail qui nous demandait d'établir une étude par sexe et dans les dossiers. OK? Et après la collecte des données, donc, on a pu voir qu'il y avait plus de 51% de patients qui n'avaient pas de sexe. Alors que dans le dossier, le mot sexe est écrit. OK? Les professionnels remplissent. Donc, il y a plusieurs niveaux qui interviennent sur le dossier, notamment l'infirmière à l'entrée. Et après l'infirmière, la personne va voir le médecin. Personne n'a pris le soin d'ajouter le sexe du patient. Et il y a des personnes qui ont fait plusieurs visites. OK? Et on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Donc, c'est pour répondre à la question de cette personne. Donc, je pense que c'est le but de cette présentation, c'est de vous sensibiliser sur les données pour vous dire que les données sont une réalité aujourd'hui. Donc, il faut travailler à améliorer cette situation. Et je lis un commentaire. Certains médecins en Haïti refusent de remettre aux patients une copie de leur examen, voire partager avec un autre médecin que les patients vont consulter, et ces patients doivent répéter les mêmes examens d'un médecin à l'autre. Et là, je pense que j'ai abordé ce sujet. Et c'est pas bien. Il faut le dire très sincèrement, c'est pas bien. Donc, si vous donnez à faire des examens à un patient et que le patient, à un certain moment, décide d'aller voir un autre collègue, donc si le patient réclame ces examens, bon, je ne sais pas, dans une certaine mesure, vous regardez les originaux ou bien gardez les copies, ou bien demandez à la personne de faire des copies et vous remettre ou conserver dans son dossier. Mais il faut quand même, sur demande, remettre et
dans une certaine mesure, ce n'est pas seulement les résultats des examens, c'est ce que vous avez fait. Si le patient vous demande de donner un report de sa situation, OK, sur ce que vous avez fait pour lui, c'est obligatoire. Donc, vous devez normalement préparer ce reportage, OK, avec comme complément les examens de laboratoire. Alors, je comprends le commentaire et j'ai commenté le commentaire. Maintenant, une question du docteur Rochelin. Et les chirurgiens refusent de faire un rapport post-op. Les médecins ne font plus de résumé à l'exéa de leurs patients. Ces attitudes ne bloquent-elles pas l'obtention de données correctes? Certainement. Certainement. N'oubliez pas, on ne peut pas inventer des données. On ne peut pas inventer des données. Et si on veut aller dans le sens où Haïti, comme tous les autres pays, okay, produit des données fiables, des données pour la recherche scientifique, okay, des données pour l'analyse, pour la définition de politique de santé, à ce moment, il n'y a pas à en sortir de là. Il n'y a pas à en sortir de là. Donc, nous devons prendre le temps, okay, de compléter les informations qui sont dans les dossiers. C'est important de préparer des rapports, okay, de compléter les informations dans les dossiers, okay, et de partager ces informations avec qui de droit. Okay? Donc, c'est très important à ce stade, okay, de définir, okay, la relation des professionnels avec les données. Les données sont là. Okay? Elles ne sont pas à inventer. Elles sont à collecter, certainement. Donc, voilà la situation. Et une intervention du docteur Desjans. Peut-on dire qu'en Haïti, les statistiques sont fiables? Le dossier médical électronique n'est-il pas un bon moyen de s'initier au traitement des données pour extraire l'information médicale? Et j'ai fait une petite parenthèse au départ sur la fiabilité des données, parce qu'il y a une définition pour la fiabilité des données. En fait, et quand vous dites Haïti, donc c'est un peu généralisé. Je sais qu'il y a des institutions qui font beaucoup d'efforts, qui ont des séances de travail de qualité sur les données, donc, et qui continuent à travailler pour améliorer la situation des données au niveau de ces établissements. Donc, le dossier médical électronique, c'est très important. Donc, et la situation qu'on vit actuellement, c'est que, comme je l'ai dit au cours de la présentation, en fait, les régulateurs de données n'ont pas le contrôle du secteur privé. C'est comme les données qui sont à ma clinique, ce sont mes données personnelles. Or, les données de santé, c'est des données de santé. Donc, vous comprenez, c'est des données qui sont très importantes pour le ministère de la Santé publique. Et je pense qu'en ce sens que les régulateurs de données, notamment l'UPE et le DELR, la DELR, donc, doivent travailler pour, je ne sais pas, arriver, et c'est pourquoi j'ai un petit peu insisté dans la conclusion, vraiment un système national de données. Un système national de données qui permet d'avoir des informations partagées, comme ça se fait dans tous les pays, que ce soit les informations personnelles, que ce soit les informations de laboratoire, que ce soit les informations de pharmacie. Donc, on a des données partagées, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'éléments. Si la personne sort de ma clinique pour aller, par exemple, à la clinique du docteur Colimon, donc le docteur Colimon a accès à un certain nombre d'informations. Et c'est des informations qui peuvent être partagées et qui sont garanties par la loi, c'est-à-dire qui sont définies même par les instances régulateurs. Donc, c'est très important. Okay? Et je pense qu'en ce sens que, donc, pas de route pas boire. Donc, nous avons pour arriver dans le dossier médical électronique là, et nous n'avons pas de choix. Et nous avons pour aller directement vers là. Nous sommes réticents, nous avons prendre la route, mais pas de choix. Donc, il faut qu'on aille vers là. OK? Et l'autre problème qui se pose par rapport à cette question du docteur Desjans, c'est le problème des intervenants externes. Donc, c'est les ONG, les organisations qui interviennent avec des programmes verticaux. Et à ce moment, dans certaines situations, on n'a aucun contrôle sur les données qui ont entré. Et certaines fois, vous voyez des études qui sont publiées. Je ne sais pas si vous êtes très branché en ce qui concerne la recherche. Il y a des études qui sont publiées, au moins des côtés données ça sorti, au moins est-ce que le ministère au courant, au moins de qui est-ce qui va autorisation. Okay? Est-ce que tu as l'impression de l'entrée pour donner les plus publiées études? Bon, on connaît que bureau à travail, bureau d'éthique à travail et DRHP sur ça. On connaît que DELR et ceux qui font un beau travail, par exemple, en documentation sur l'activité recherche, avec acteurs qui sont dans la recherche. Mais je pense qu'il y a des avancées surtout qui peuvent continuer à faire pour arriver
gagne un total contrôle de la situation des données en Haïti. Et je dis bien un total contrôle. Et une autre question, le stockage fiable est-il difficile à trouver en Haïti? Que conseillez-vous? On peut trouver des données fiables, de bonne qualité, disponibles chez les professionnels en Haïti. Je pense qu'il faut légiférer et travailler à avoir des blocs fiables. Et bon, cette question de fiabilité, moi, il y a le tunnel, il retourne encore. Et oui, c'est possible, il n'y a rien qui soit impossible. De toute façon, la fiabilité, elle définit la qualité donnée à même. Donc, si on a fait donner, et puis nous décidons de faire donner de qualité, donc, il faut nous passer pour fiabilité. OK? Je te répété déjà. OK, nous pas faire donner là. Ces gens nous servir avec pas fiable. Donc, si nous décidons de servir avec eux, il y a fiable. Donc, nous pas besoin, OK, à poser problème fiabilité comme si c'est un problème magique. Donc, a toujours des problèmes de fiabilité dans la mesure que, OK, qualité donnée n'est pas contrôlée. OK, dès que nous mettons, OK, problème qualité à devant, OK, problème fiabilité à la baisser jusqu'à disparaître. Peut-on dire qu'en Haïti, les statistiques sont fiables? Est-ce que les statistiques sont fiables? Et microstatistiques, oui. D'accord, répondre comme ça. Et si tu travailles microstatistique, côté où prendre 2-3 données, et puis ou analyser, etc. Mais statistiques à grande échelle, et même pour les gens qui posent des questions, je pense que ça l'entête tout, ça l'entête pas tout. Et statistiques à grande échelle, surtout que il y a des acteurs qui entrent dans les données, et c'est avec une désinvolture et une forme de. Alors, on interview avec le docteur Poitvin, et dans une institution, et par exemple dans l'hôpital, donc en pile nous, on est dans l'hôpital, moi-même, je travaille à l'hôpital général, moi, dans la pédiatrie, et je j'ai une chance de faire interne dans l'hôpital là, côté moi, j'ai passé dans différents services. Mais nous avons une situation en pile interne, en pile résident. Et nous connaissons toutes les situations fil de blanc. Donc, ça veut dire, là, on résident, et il prend des détentions, et puis à partir de des détentions, il met des détentions qui venir. Donc, nous avons compris une situation, donc nous ne pouvons pas sortir avec des données qui fiables. Donc, l'aile 2 heures du matin, l'interne n'a pas levé, et puis il était côté de la cabane, et puis il mettait température malade là. Donc, là, ça a donné ça pas fiable. OK? Donc, je pense quand même, j'en ai dit là, il y a de travail à faire. Et en termes de qualité, nous avons une façon pour nous capables de barrer la situation. Donc, si il y a un fait inspection, qui a des contrôles de qualité sous données, il n'y a qu'à confondre ça et faire retourner, si on apprend le sens de la Bible sur le droit chemin. Donc, c'est possible. Donc, des données fiables, et on peut arriver là. Et on n'a pas le choix. OK? Si on veut parler de données de qualité, on doit en arriver là. Et en termes de statistiques, pour répondre aux docteurs des gens, et pour les micro-statistiques, et je n'ai pas de doute, parce que ces travaux, et c'est des petits travaux qui m'ont des données qui partent en pile. Donc, à ce moment, c'est beaucoup plus fiable que les données majeures, aux statistiques. Et à ce moment, on peut poser cette question sur eux. Et parlez-nous de l'OpenMRS, certains logiciels haïtiens recommandent de stockage sur Google. Qu'en pensez-vous? Et OpenMRS, ça, sont logiciels qui sont très utilisés. Et nous n'avons pas de temps là pour nous parler. Alors, nous faisons cette démonstration. Et il y a plusieurs autres à côté de OpenMRS, qui en vente. Et il faut me dire, les gens qui mettent en vente, il y a un pile là-dedans qui est fiable. En ce sens que il y a des contrôles de qualité qui fait sur eux, il y a des institutions qui ont veillé, OK? Et il n'y a pas qu'à jouer avec données ça. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à vendre, il n'y a pas qu'à prêter, il n'y a pas qu'à permettre l'utilisation, il n'y a pas qu'à faire cadeau. OK? Et OpenMRS, par exemple, et moi, je connais qu'une institution qui servait avec format ça, et c'est au niveau de Zambie la santé. Et je crois que format et données que vous gagnez, OK? C'est Open Data, une forme d'Open Data consacrée au gain. Donc, qui permettent que vous capable d'enregistrer et tout donner ça. Mais il y a des logiciels, il y a des gens qui sont sur place, qui préparent des logiciels. Par exemple, moi-même, j'ai fait PAM que je prépare. Après, je suis un cours, donc je prépare le logiciel et qui est disponible, c'est-à-dire qui permet de rentrer données PAM. Donc, je ne vais pas vendre, je ne vais pas partager, mais c'est le logiciel que je prépare pour service. OK? Même, je connais plusieurs gens qui font, qui vendent. Et avantage, il y a un logiciel haïtien, par exemple, et ça permet de sur un blog
pour carrer les gens pour être capable de lever blog là pour rapidement. Et ça permet, si vous avez des requêtes qu'on a besoin de faire, qui pas à la portée, par exemple, vous avez droit et demander les gens pour mettre les requêtes ça au cours en plus. Parce que c'est avantage ça, le logiciel ça, c'est-à-dire, vous avez défini des queries, excusez-moi, des requêtes, ok, vous avez défini, vous avez prédéfini. Et si, en plus de requêtes ça, vous avez l'autre requête qui est en rapport avec données, vous avez demandé les gens ajouter requêtes ça au cours, ok, qui permet de gérer pas seulement maladie, pas seulement résultats, pas seulement médicaments, mais qui permet de gérer l'économie autour, c'est-à-dire comment financer. Par exemple, et gens qui payent, gens qui douent, l'on fait balance. Entre gens qui payent, gens qui douent, l'on fait balance. Et nombre de visites ratées, et l'on regarde des situations aujourd'hui, et pour cas où est que ou en bas coûte. Et il faut que clinique l'ont fermé, par exemple. Donc, il y a des possibilités, ok, qui permettent d'analyser à la fois médical et financier, et qui dans le logiciel. Et docteur Poivien, je pense qu'il y a des logiciels qui sont disponibles. Et stockage sur Google, et ça dépend. Si c'est base de données, on fait. Et oui, mais en ce qui concerne de logiciels et comment dire, IMA, c'est-à-dire pour record données, et je ne pas croire que Google a un logiciel pour record données. Sinon, on permet tout à partir du tableau Excel qu'il a dedans, ok, monter une base de données. Et si vous avez des connaissances qui sont plus avancées, vous pouvez utiliser Access, par exemple, pour préparer une base de données là avec des requêtes under. Donc, si vous avez des connaissances, ou bien, vous pouvez demander au monde préparer en fonction de besoins. Vous pouvez demander au monde préparer le logiciel là pour répondre à besoin. Pour répondre à besoin, ça veut dire, par exemple, si c'est dermatologue, il y a des besoins particuliers comme dermatologue. Donc, vous pouvez demander au monde pour adapter le logiciel là à besoin ça. Et le dossier médical électronique n'est pas un bon moyen de s'initier au traitement des données pour extraire l'information médicale. Et oui, c'est important. Alors, j'aime te dire tantôt. Donc, on va inévitablement vers le dossier médical électronique. Et IMR là, par exemple, ou pas boire, on te dit. Donc, nous allons aller, ok, inévitablement, nous allons aller vers lui. Mais je dis, comme nous avons un bon petit dossier papier, mais il faut que nous soyons capables de ranger données ça. C'est-à-dire, données ça, il faut nous au moins mettre dans le premier stade, c'est-à-dire sous forme de données brutes. Parce que côté chita dans le dossier, il y a regardé nous, on a regardé. Et à un certain moment, ils ont demandé est-ce que nous connaissons que là. Okay? Et c'est peut-être ça, nous ne pas intéressés à rien, nous ne pas intéressés à présenter le travail, nous avons des bagages pour observer, et puis nous seulement relais en confrère. Donc là, on connaît semaine ça, nous recevons un pile cas, tel bagage, et puis fini. Et puis ça finit là. Et puis l'autre semaine encore, on dit on connaît recevoir 12 cas encore, mes amis, côté cas ça a ressorti. Et puis, comme si, pas aucun déclic, la CAO, comme si pour t'arriver, ramasser données ça, et puis mettre données ça en côté, et puis chercher ça gain. Par exemple, avec Covid là, Jean-Noël là, c'est ça qui passe. C'est-à-dire, mon était habitué à mon qui a infection déjà, mon était habitué à mon qui a fièvre, mon était habitué à mon qui a fait mal. Mais, l'arrivée dans une époque, dans un jour, dans un mois, et puis, ouais, même quand il y a prédéfini, et puis, ouais, c'est même symptômes, c'est même tableau, et puis, examen, après de montrer bagaille qu'on pas qu'on ouais. Mais ça, faut que ça fasse un déclic. Et puis, là, ça, il faut commencer à monter des données, monter base de données, et puis, pour aller chercher, ça qui a passé. Et ces situations, ça a exactement qui passé avec Covid-19 là. Donc, nous voyons que, en fait, base de données qui nous sont présentées pour nous, sont base de données qui sont disponibles sur net. Donc, pour l'information montrée nous, c'est une base de données qui est vraie. En fait, il n'est pas à jour, mais c'est là que Covid fait commencer des données qui étaient disponibles et qui permettent de contrôler de par le monde pour que nous ayons accès à données ça pour faire des analyses. OK? Et stocker où? Alors, par contre, si en termes de données ou bien en termes de base de données, donc on a dit stocker son bagage électronique et son logiciel, disons, je dis à tout le monde qui a un téléphone intelligent, donc on peut préparer un petit bagage pour mettre sur le téléphone et puis il permet de donner accès à données dans le téléphone et tout côté. Ou qu'à un ordinateur dans la clinique ou qu'à un laptop pour déplacer, monter, descendre de clinique à la maison appel et puis ou stocker données là-dedans. OK? Mais pas oublier, il faut que donner ça dans la mesure que vous concernez des patients et il faut que vous confirmez ça. Et certaines fois, ils demandent même pour flouter. OK? Pour flouter les données, ça veut dire pour masquer. OK? Il y a des données, en fait, c'est vous-même qui a démasqué pour avoir ça. Donc, des données sensibles qui concernent les patients. Donc, on demande pour flouter. OK? Et c'est des bagages qui sont faciles. Donc, le logiciel là permet de capable faire ça, ça veut dire capable de masquer les données.
OK? Donc, docteur Poitvin, donc on peut les stocker sur son téléphone, si on a une grande capacité, et sur son ordinateur portable et sur l'ordinateur de la clinique, s'il est disponible. Quand je parle de fiabilité, je ne parle pas de la qualité des données. Peut-être devrais-je parler de sensibilité. Et quel coût pour les médecins en libéral ou des logiciels en IT? Que penses-tu des coffres-forts numériques? Bon. Et alors, bon, docteur Poitvin, bien content de retourner sur fiabilité. En fait, dès qu'on parle de fiabilité, ça entraîne dans la qualité. Et sensibilité, donc, bon, par contre, ça, on entend exactement par sensibilité. Est-ce que c'est données qui sont sensibles? En fait, on te dit qui c'est données sensibles. Données sensibles, c'est données qui permettent capable d'identifier l'individu. Et il faut me dire, on te a 4 catégories de données sensibles qui ont été définies dans le temps, mais de plus en plus, il y a ouvert données sensibles. Je dis, si par exemple, sur une localité, il y a un seul monde qui fait et qui pas de groupe point. Donc, soumettez dans le dossier, monde qui pas vous mettez dans le dossier, pas de groupe point. Sont données sensibles parce que c'est seul monde ça. Depuis on y mettait pas de groupe point, c'est de monde qui va parler. En fait, de données sensibles. Donc, c'est exactement. C'est-à-dire, notion de sensibilité, c'est comme si l'a déplacé, l'a élargi. Et dans le contexte social même que nous et je dis, il y a des bagages qui sont très sensibles. Et dans ce qui concerne les gens, et ça, bon, on ne va pas entrer dans le détail, mais il y a des bagages qui sont très sensibles. Et ma bon exemple de bagages, par exemple, mon vient dans la clinique et docteur Poitvin, et puis, ou pas demander qui sexy, et puis, on met masculin, féminin. Ou pas demander qui sexy. Donc, c'est un bagage qui est très sensible. Donc, ça veut dire, si on doit avoir un chita devant, et vous demandez qui sexy, si nous sommes filiés, qui sont mettés. Donc, une qui te répond ça va où? Donc, c'est ça. C'est en termes de données sensibles, c'est pour nous faire comprendre ça aurait des données sensibles. Parce que là, on a partagé des informations avant. OK, vous mettez dans le dossier. Et il faut comprendre que des informations partagées avant, c'est des informations sensibles. Et notion de sensibilité en ce qui concerne les informations, les données dans les dossiers, sont bagages qui élargi de jour en jour. Quel coût pour les médecins en libéral? Bon, et jusqu'à hier, le logiciel, ça a été entre 100 et 200 $. Et il y a des gens qui peuvent ajuster en fonction du temps, parce que le problème qui gagne, c'est exactement ça. Pendant on dit que le dollar monte sur cette bout là, le dollar monte deux gens. C'est qu'avant, il faut prix en bout là, il augmente le prix dollar. Ça veut dire que le prix augmenté. OK? Et les coffres numériques, bon, j'en ai dit, donc, il ne pas permettre d'entrer données et janvier. C'est-à-dire, il ne pas qu'à entrer données janvier. Donc, même, il y a des attributs, il y a des définitions déjà qui permettent que c'est tel type d'élément. Est-ce qu'on peut faire une sur-mesure? Certainement, il y en a qui ont cette possibilité d'en faire sur-mesure. OK? Excellente présentation, docteur Alwidor. Il nous faut une prise de conscience à tous les niveaux, depuis les centres de santé jusqu'aux instances de décision, en passant par les cabinets privés, pour une bonne gestion et une bonne utilisation de nos données de santé. Alors, c'est ça l'objectif, c'est exactement sensibiliser, en fait, tous les prestataires, tous les intervenants, tous les acteurs sur la situation. Et quand je parle de tous les acteurs, je parle des cliniciens, comme vous l'avez souligné. Donc, c'est très important au niveau des cabinets privés. Et ça qui est dur, c'est que ce soit dans le cabinet privé, que ce soit dans l'institution ou bien établissement de santé, nous chita sur des mines de données. Là, je dis des mines de données. Et puis, nous chita dans les bagages qui sont sortis dans les pays étrangers. Et certaines fois, les bagages qui sont sortis là, nous qui écrits par des étrangers. Donc, on pensait que, bon, il faut qu'on fasse. Et il faut que nous deux tapes. Et bon, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on aujourd'hui a commencé. Si donner, c'est pour nous, voyez. On regarde qui information là-dedans. OK? Et puis, on nous cherche ensemble pour un contrôle de données, pour nous capable produire information, OK? Pour nous capable produire connaissances qui ont l'autre niveau après information. Et nous pensons qu'il faut que nous travaillions, OK, je dis, il faut que Haïti mette le route ça. Les amis, il y a parlé de pile minerai, pile bagaille, nous avons sous-sol, etc. Dans l'hôpital, dans l'institution de santé, nous avons mine tout. Nous avons mine données. Et nous, même gens avec l'autre mine, nous, gens nous entrer, nous exploiter. OK? Et si il y a des gens qui font dans la recherche documentaire, font une recherche et publication cubaine, OK, soit n'a saisi. N'a tellement saisi, n'a pas de c'est vous. OK, j'en ouais doucement là. Il pas même sous qui là.
elles font une requête pour les publications OK, on pile publication dans le journal espagnol, le journal brésilien, etc. C'est pas 2 publications au fait. Et puis nous là, oui, nous là, je t'avais, et puis il y a fait publication. Bon, nous pas même au courant de publication ça. Donc, on pense, OK, nous pas qu'à quitter à exploiter tout le monde comme ça. Et nous-mêmes qui dans le domaine médical là, on pense qu'il faut qu'on effort qui fait dans ça qui concerne les mines données, il faut que nous travaillions, OK, pour nous exploiter les mines ça et pour nous produire connaissance. Nous gagner et nous faire. Et excellente présentation de Dr. Aludor, il nous faut vous avez mis à la bouche, vous nous avez mis à la bouche quelle suite? Il y a des cas extrêmes en Haïti, mais je suis persuadé que nous pouvons récupérer d'excellentes données de santé en pratique libérale. Et certainement, et ouais, mais insister sur les données personnelles, parce qu'en pratique libérale, c'est surtout données personnelles qu'on utilise. Et certainement, et me dit, dans la clinique, dans le cabinet privé, quand pile de données, mais non pas seulement dans l'hôpital privé avec public. OK, dans la clinique, nous avons pile de données. OK, il faut que nous commencions à faire des choses qui grattent nous, j'ai dit dans la recherche. Il faut que nous commencions à faire des choses qui grattent nous. Il faut aller chercher ça gain. Il faut aller chercher ça gain et il faut que nous portions connaissance. Il faut que nous portions de nouvelles connaissances. Il faut nous répondre à des questions qui sont personnelles à nous, qui ne propres à nous, qui ne propres à système de santé nous. Je pense que de réponse, c'est nous qui pouvons porter. Et entièrement d'accord avec toi, c'est le docteur Boisvert, concernant la richesse des informations en santé en Haïti et pour Haïti. Oui. Donc, c'est comme dans les autres domaines, docteur Boisvert, nous avons beaucoup de richesses et en santé aussi. Et je pense et surtout qu'on doit les exploiter. Et nous pas qu'à quitter. Et les navigades, on nous cherche toutes les institutions qui producteurs de données. C'est de plus en plus qu'on y a. Et par contre, qui sont dans ce qui fait que ouais, des noirs ici à passer de. Mais toute grosse étude qui te fait, premier monde qui est dans l'étude là, c'est toujours étranger. Toute belle étude qui fait ici, premier nom là, c'est un étranger. OK? Contre ça belle là, c'est que c'est lui-même qui vient. Et puis c'est comme si c'est étranger qui vient à la gratter. Comme si nous étions là déjà, pas qu'à gratter nous tout. Et parfois, situation que nous avons décrite, nous connaissons le pilier Marcel. Mais lui-même, nous approche de recherche, nous approche académique. OK? Il n'y a pas qu'à sortir sans pas comprendre ce qui a passé. C'est ça, oui, qui est académique. Et je pense qu'il faut que nous fassions ça. Il faut que nous travaillions. OK? Il faut que nous travaillions d'abord pour, Jean, puis le monde dit là, pour améliorer la qualité de données. Nous sommes capables de faire pour nous améliorer la qualité de données. Il faut que nous ayons des contrôles de qualité qui fait sur les données. Donc, ça dit qu'il faut que le ministère impose des contrôles. Certainement. Il faut qu'au niveau des institutions, OK, nous imposer et prestataires de contrôle. Il faut que nous une institution qui est responsable de la qualité de données. OK? Pas seulement des gens qui sont là pour prendre données, mais il faut que des gens qui sont responsables de la qualité de données. Donc, là, ça peut faire des recommandations. OK? Et puis, il a demandé de changer de pratique. OK? Et au niveau de clinique, c'est nous-mêmes qui avons donné. Donc, nous pas qu'à chita, non clinique, et puis nous venons dans nos consultations, non prénom, OK? Et puis, date de la consultation, et puis nous finissons. OK? Et puis, après 5 mois, dit, ça fait près de 17 minutes que moi comme ça. Ou pas qu'il y ait information sur une premier. Il y a un monde là qui a des appareils là, qui ont fait des bagailles. Il n'y a pas même collecté données ça ou non. Il y a des gens qui ont sonographie, qui ont besoin des bagailles, qui ont répété devant eux. Il n'y a pas même qu'à exploiter. Il n'y a pas même gain, il n'y a pas même existé sous forme de données. Nous te dit ça données, c'est représentation réalité. En réalité, il y a un dossier. Donc, il n'y a pas qu'on a. Donc, il n'y a pas qu'on donne. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut que nous mettions des bagages sous forme de données et pour nous capables de travailler, OK, pour nous changer la situation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et il faudra aussi attirer l'attention des autres professionnels, des infirmières. Et certainement, bon, cette présentation était ouverte. J'ai insisté sur les cabinets médicaux, mais vous travaillez avec des infirmières aussi. Si vous décidez de faire fil de blé devant, quand chaque personne vient, il ne va pas prendre poil, il ne va pas prendre température, et puis il a fait fil de blé. On va bien donner. On va bien donner, mais sans humain. OK? Donc, on pense, donc oui, donc c'est toute chaîne là. Toute chaîne là. Et il n'a pas parlé de ça. Par exemple, mon cap entre données, il doit décider de l'entrée salvé. On doit balayer pour l'entrée, et puis, sous pas bon bagage qui peut faire supervision, OK? Pour faire suivi données et évaluer données. Et bien, il doit entrer salvé. Depuis moi, fini de toucher, il n'y a pas de problème. Donc, ça dit, il faut que mon cap contrôle. Donc, c'est à tous les niveaux, docteur. Donc, je pense que c'est intéressant. Ce n'est pas seulement les infirmières, c'est à tous les niveaux, les pharmaciens,
Les laboratoires, il faut résultat qui venir, il faut nous contrôle sur eux. Ensuite, donc tout bagaille parce que tout ça entre dans les données médicales et tout ça qui concerne les données médicales, il faut que nous ayons contrôle sur eux, il faut que nous fiable. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, mon dernier mot, c'est ce que j'ai dit en conclusion. Donc, je pense qu'on doit arriver là. On doit arriver là. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents et des acteurs d'un certain niveau ou d'un haut niveau, je peux dire, qui sont présents. Donc, il faut arriver à un groupe de travail qui doit produire des recommandations sur le sujet. Et je ne peux pas me permettre c'est pour ça, dès l'introduction, je me dit que je ne pas faire une présentation exhaustive comme si je couvert les données de santé et d'un bout à l'autre. Même penser, il faut que nous arrivions à un groupe de travail et tout acteur, et niveau central, périphérie, régional, et cabinet privé, institutions de santé, établissements, etc. Et les différents groupes qui manipulent les données, donc dans la pharmacie, et dans le laboratoire, j'en ai dit, etc. Donc, ça dit qu'il faut que nous arrivions. Il faut que nous arrivions à mettre ça. Un groupe de travail et qui a produit et tout, qui peut regarder tout aspect donné, okay, depuis production données jusqu'à texte légal. Et parce que je pense, bien que je n'ai pas accès à eux, je pense qu'il y a des textes, je dis, qui dépassent. Et il faut que nous retournions sur eux. Et il faut que nous ajoutions, il faut que nous mettions sur eux, il faut que nous complétions. Merci, Dr. Aludor, pour cette précieuse présentation. Je vous conseille de continuer pour d'autres séances de présentation pour meilleur impact de cette information. Oui, je pense qu'avec le groupe, donc, on peut toujours continuer à en discuter. Et je suis disponible s'il y a des personnes qui veulent me contacter. Donc, en termes de collègues, de bases de données, etc. Donc, mon email sera partagé dans la présentation. Et pour mon numéro de téléphone, donc, si vous avez besoin, vous pouvez quand même l'avoir. OK? Donc, on doit continuer avec le travail. Ce travail de sensibilisation et dans un premier temps sur les données. Et pour tous les responsables, ça veut dire, je dis, il faut que responsable, directeur de l'hôpital, chef de service, là, et clinicien, côté le chita, il faut être capable d'analyser les données, il faut être capable d'analyser le travail qu'il fait pendant ce moment, pendant un mois, pendant un trimestre, pendant un an. Et ceci, il faut que des ordinateurs pour donner quand on est dans l'hôpital, là, il faut que nous ayons possibilité de ça. Pour le chita, okay, avec base de données qui devant nous, nous avons des requêtes, nous sommes capables de sélectionner combien de monde qui vient, qui maladie plus bagaille, est-ce que le couple même avec l'année passée, tout bagaille ça, on pense qu'il faut que nous arrivions là. Et c'est possible, c'est possible. Et je pense qu'avec le groupe, on est en train de réfléchir sur certaines actions et il faudra en arriver là. Merci, Jérémy. Et ma position de rectification sur cette question que je pose, c'est pas tout chirurgien, c'est un peu chirurgien dans des côtés de travail. C'est toujours à vous mettre avec vous gagner information. Parce que moi, je travaille avec Eunice Derivois. Eunice Derivois, jusqu'à présent, la première information, c'est comme s'il était dans la deuxième année. Toute information, dans le dossier souvent là. Ok, chirurgien avec Suzanne, tout ça, parce que je mets tout le même panier. Nous connaissons Eunice, ça pourra le faire, rectification ça. Et bonsoir tout le monde. Excusez-moi de dire bonsoir avant. Je dis à nous devons sensibiliser et moi, docteur Aludor Pelbien, sous données santé que nous gagnons et qui permettent nous produire des articles, produire des études sur réalité Haïti pour Haïti. Parce que tout ça, des fois, ils écrit pour nous, nous pas même connaître, nous pas même lire. Bon, ils pas concerné nous parce que nous pas bon, est-ce que nous avons utilisé nous pas connaître résultats et recommandations. Nous dit docteur Aludor merci pour groupe monde qui est venu après eux. Nous dit il était parlé sur différentes informations et données. Il était parlé nous de trois grandes catégories de données: typologie des données de santé, les données sensibles, le formatage des données de santé, les caractéristiques des données, les concepts importants, cohorte fermée, cohorte ouverte, données individuelles, données agrégées, recueil prospectif, recueil rétrospectif, données structurées, données non structurées, données accessibles, données non accessibles. Et les sources générales de données, le cycle de vie des données, les bases de données, leur typologie, leur utilisation.
Et Dr. Alwidor nous a entretenu aussi sur du droit des patients sur leurs données de santé et le rôle du prestataire. Et le secret médical, pas un secret médical, il y a encore un secret professionnel. Tous les intervenants en santé doivent avoir le secret. Et en conclusion, là, nous avons reprendre, même ça me dit, nous recommandons au MSPP. Parce que c'est MSPP qu'il faut former pour mettre en place un groupe de travail. Jean le dit là, c'est le ministère de la Santé publique qui est pour autorité toute information, toute donnée sur la santé. Donc, le ministère de la Santé publique remet en place un groupe de travail sur les systèmes d'information nationaux avec comme objectif de faire un état des lieux de la situation et faire recommandations correctes, notamment sur problèmes qui viennent en source de données, production, transmission des données, accessibilité, diffusion et des textes législatifs. Gagner certains textes législatifs sur affaires données en général dans le pays d'Haïti. Et merci à nous-mêmes, participants de Tegayo, qui suivent et conférence avec nous et nous pensons que l'objectif est d'arriver à une sensibilité sur l'importance de gestion et exploitation de données santé. Merci à Jérémy. Jérémy Mbabjam dit merci. Même si on leur dit, ou là, on leur dit, c'est ça, Haïti, mais ou nous en pile, merci beaucoup. Et au consistant, ou toujours Kembe et consistance. Prochaine réunion, prochaine conférence, c'est le 26 août, le mercredi 26 août, avec Dr. Jacques Bonsi sur les tests pour le COVID-19. Merci tout le monde. Bon après-midi, bonne soirée. Bye bye. Merci. OK, merci. À la prochaine.